afin que nul n'en ignore. Le présent documentaire a attiré l'attention de la communauté nationale et internationale sur un grave scandale qui a pour théâtre le Togo et sur lequel les réseaux obscurs du type l'Omerta prolongeant ici la misère du peuple togolais. Qui suis-je? Je m'appelle Abiyobe Kodjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre au Togo. J'ai fait mes humanités à l'Université du Bénin au Togo et à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université de Poitiers en France, sanctionné par un doctorat, troisième cycle en sciences de gestion des organisations en 1981. J'ai été, pour la deuxième fois de ma vie, candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020, porté par la dynamique Monseigneur Kodjo DMK. La première fois que je me suis présenté à l'élection présidentielle en mars 2010, je fus le premier à reconnaître la victoire de Jean-Pierre Farba. Et durant 4 années qui ont suivi, je l'ai accompagné dans tous ces meetings de revendication de son gain électoral, en dépit des représailles que je subissais de la part du régime en place. Nsingbe a hérité du pouvoir après la mort de son père le 5 février 2005. Paix à son âme. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, au moment des faits, lui donnant le pouvoir en violation de la Constitution, le droit fondamental du pays, et dans un bain de sang indescriptible. Après les 2 mandats, de 2005 à 2015, le troisième, qui devait être le mandat social, était un effondrement, un véritable échec du régime. Aucun Togolais ne voulait plus d'un 4e mandat qui maintiendrait la même famille politique et biologique au pouvoir pour une durée de 58 ans sans discontinuer, 65 ans après la décolonisation. C'est donc dans cette défiance populaire manifeste que s'ouvrit l'élection présidentielle du 22 février 2020. Les 15 jours de campagne furent une fête populaire à travers tout le pays, dans les villes, dans les hameaux de notre terroir, avec l'espérance de l'alternance en compagnie de Monseigneur Kanako Philippe Kodjo, dont nous ne cesserons jamais de louer l'engagement pour l'alternance autour. Changement. C'est en foule que le peuple s'est levé pour accomplir son devoir civique dans l'attente de l'alternance. Le taux de participation était très élevé comparé au même scrutin dans le passé. 16 heures, les bureaux de vote ouverts à 7 heures sont fermés. 18 heures, comme une traînée de poule, la victoire de la coalition embaume l'ensemble du pays. « 18h30, ma résidence et celle de Monseigneur Kodjo furent encerclées
par une horde militaire lourdement armée, téléphone et internet coupés, avait décidé la célébration de la victoire de la violence. Mais qu'on entoure ma maison de militaires et surtout quand j'en prenne aux malades de l'hôpital, je dis non. Interrogé le lendemain, 23 février 2020, le ministre de la Sécurité répond sur les ondes de RFI que c'était pour nous protéger, alors que pendant la campagne, nous étions privés de la protection des forces de sécurité républicaines et sevrés de la dotation financière prévue par la loi. Pour mémoire, je rappelle aux uns et aux autres que bien qu'ayant rempli les conditions pour la restitution de la caution et malgré les relances, le pouvoir continue de séquestrer cette somme indûment. Ceci pour rappeler la politisation de l'administration. Le 23 février, dans la journée, en fonction des résultats communiqués par nos représentants dans les bureaux de vote, nous avons fait un premier communiqué de presse annonçant notre victoire oscillant entre 59 et 61%. Le premier tour du scrutin présidentiel du 22 février 2020 s'est achevé sur mobilisation massive des électrices et des électeurs en ma faveur. Agbo Mekodjo, candidat de MPDD, porté par la coalition de Monseigneur Philippe Okodjo. Sur l'ensemble du territoire national, les électrices et les électeurs ont voté massivement en ma faveur. Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès-verbaux, en notre possession, nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61%. Dès l'instant, je deviens le président démocratiquement élu et je m'engage à former un gouvernement inclusif. Le 3 février, en toute attente, vers 23 heures, la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats provisoires par anticipation relativement donc à la date du 25 février officiellement prévue, sans prendre le soin de prévenir les candidats ou leurs représentants et surtout que le seul membre de la CENI, de la DMK, fut envoyé en mission électorale au Congo démocratique. Les résultats publiés par la CENI sont le fruit de la transmission électronique de logiciels e-sentinelle exclusivement contrôlés par le régime RPT uni, avec sans doute une inversion des scores entre le prétendu gagnant et le candidat de la DMK. La certification des résultats eut lieu le 25 mars 2020 en violation de la loi électorale par les membres de la CENI, y compris ceux qui étaient absents au moment de la proclamation de ces résultats à la puissance. La certification précède toujours dans un processus électoral la proclamation des résultats selon la loi électorale. Le représentant de la DMK s'est donc abstenu en raison du bidouillage des chiffres et de la contestation de la victoire du président sortant. Ici, nous mettons en cause les chefs de mission de la CEDEAO et de l'Union africaine qui ont cédé à la pression du gouvernement au mépris des règles déontologiques des missions d'observation électorale. Celui de l'Union africaine, après cette forfaiture, a été envoyé auprès des autorités françaises pour faire du lobbying pour le fraudeur qui a perdu
le scrutin. La Cour constitutionnelle ne ferait pas mieux que sa sœur jumelle, la CENI. 2 décisions, oui, même élection, où l'on retrouve plus de 900 000 bulletins nuls. Un gonflement des inscrits par rapport à la liste électorale. Et où le cumul des suffrages attribués à chaque candidat excède 100%. Et il a fallu l'intervention de l'ambassadeur de France, Marc Devis, pour des rectifications. Rappelons que ce diplomate a joué un rôle intime et scélérate dans cette poupée électorale pour le maintien du clan Yansingbe au pouvoir, contrairement à ce qu'il me disait sur les intentions du président Emmanuel Macron qui souhaitait vivement l'alternance politique au Togo. La colère populaire était si forte que le pouvoir déploya partout sur le territoire national des forces de répression, compte tenu tout débordement, fermant les lieux du culte avant de décréter l'état d'urgence et une politique de terreur pour faire taire la population. Ce communiqué de presse signé de maître Yaovi Akoibo, paix à son âme, on pouvait lire la publication des résultats provisoires au lendemain du vote suscite de sérieuses interrogations, car la plus rapide de l'histoire en matière électorale, la loi ayant prévu 6 jours. Les Togolais se demandent, suivant M. Akoibo, comment en 24 heures on peut collecter 9389 procès-verbaux des bureaux de vote, les compiler, les vérifier, les centraliser, les certifier et aller à la vérité des yeux. L'ANC, Alliance nationale pour le changement, dans son communiqué déclare que la DMK est en avance le soir de scrutin. 2 de ces ténors qui se reconnaîtront dans ce documentaire ont avoué l'écrasante victoire de la DMK et l'un d'eux recommandait à mon épouse de saisir l'épouse de Jean-Pierre Fabre pour que son conjoint livre sa part de vérité pour que la tenance, tant attendue, soit effective et réponde ici aux aspirations du peuple souverain. Le département d'État américain émet des doutes sur la réélection de Faure Gnassingbé et demande envers la CENI de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote pour le rétablissement de la confiance dans les résultats. Ainsi, le gouvernement des États-Unis n'a jamais reconnu formellement la victoire fabriquée de Faure Gnassingbé. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, a reconnu la victoire de la DMK avec un score de plus de 67% et lui adressa ses félicitations. La conférence épiscopale du Togo demande le rétablissement de la vérité des urnes sans succès et dénonce la violence déployée par le régime et regrette la récusation des observateurs de la commission Justice et Paix. Rappelons que le régime avait expulsé les observateurs de NDI dépêchés au Togo dans le cadre de ce scrutin. Le Parti national panafricain reconnaît la victoire de la DNK. Le parti a dit salue la performance de la DNK qui donne au peuple togolais la conviction que l'alternance est possible en 2020. Pour le PSR, l'opposition a fait une percée devant permettre légitimement d'espérer l'alternance tant souhaitée par les Togolais et félicite la DNK. Les forces démocratiques pour la République dénoncent un scrutin opaque et l'intrusion des bulletins prévotés en faveur de Faure Gnassingbé dans le processus électoral et invite la population
à se tenir prête pour les mots d'ordre et salue sa mobilisation pour l'alternance. Les démocrates reconnaissent la victoire de la DMK, exhortent la Cour constitutionnelle à dire le droit et à proclamer Agbe Kojo comme vainqueur du scrutin. Le Front citoyen Togo Debout reconnaît la victoire de la DMK, dénonce les manœuvres des organes chargés des élections pour priver le peuple togolais de sa victoire et empêcher Agbe Kojo d'accéder à la fonction du chef de l'État. Le Front du consensus républicain salue la belle percée de la DMK, affirme que l'alternance est une victoire collective et met en garde la CENI pour toute tentative de détournement de vote que le peuple n'acceptera jamais. Soulignons que le leader de cette formation de la société civile a appelé le lendemain du scrutin le vrai vainqueur pour le féliciter, ce qu'il a réaffirmé il y a peu encore sur une radio de la place, notamment la radio Pyramide. Je signale que tous ces témoignages indiquent la victoire de l'alternance n'ont jamais fait l'objet de diffusion sur les médias, publics et privés. Pour des raisons, l'histoire révélera. Tous ces témoignages sont mis à la disposition de l'ensemble du corps diplomatique en poste au Togo. Mais tous vivent la terreur et dansent au rythme du pouvoir, oubliant que leur mission est de contribuer au règne de la liberté, de la justice et de l'émancipation des populations. Faure Gnassingbe lui-même dépêcha auprès de ma personne et de ses hommes de confiance pour me dire que ma victoire a été volée, mais je ne puis les envoyer en prison. Là, ils ont le contrôle des forces de défense et de sécurité et d'accepter le poste de Premier ministre avec des pouvoirs étendus et une dotation financière importante. Il y avait un témoin à cette rencontre. Mieux, ce même de ministre contacta un proche ancien ministre et lui demanda d'accepter l'offre du naufragé du 22 février 2020. Je lui ai dit que je vais m'en référer à la coalition et au prélat. La réponse, imaginez, malgré toutes ces fautes, émanant de la majorité, comme de l'opposition, et de la société civile, et de l'opinion nationale en général, le G5, sous pression du régime en place et dans une démarche hypocrite, demande la présentation des preuves de notre victoire. Alors, il a cherché vainement auprès du pouvoir la justification de son score qui éveille tout soupçon. Et pourtant, c'est en accord avec ce G5 que nous avons exigé et obtenu du régime l'usage des procès-verbaux autocopiants pour prévenir ces situations qui relèvent des habitudes de la maison. La dissimulation des procès-verbaux authentiques des adversaires politiques. Faut-il rappeler ici que Maître Zeus Ajavon, qui dispose d'une expérience avérée dans les processus électoraux, dans une vidéo rendue virale sur la toile avant le scrutin du 22 février 2020, déclarait que sur l'ensemble des scrutins présidentiels précédents que Faure prétendait avoir gagné, il n'a jamais en réalité franchi la barre de 20%. Les résultats réels n'ont jamais donné 20%. Il parle de 15%. Moi, je dirais, avec un peu de surenchère, 20%. Pour toi, Faure Gnassingbe. Donc, je répète, en 2015, le résultat que nous avions
n'atteignait pas 20%. Je le dis, je répète. En 2005, je me suis laissé dire, je n'ai pas eu ça résultat là, que les résultats réels n'atteignaient pas 5% de bénéfices. Et l'un dans l'autre, si on fait la moyenne, c'est le commandant Boko qui a raison. La moyenne fait 15%. Ça a eu 5% en 2005 et 20% en 2015. Ça veut dire que Yassine n'a jamais eu environ 15% de scrutin. Nous avons donc le refus d'accepter l'offre de le soutenir dans sa forfaiture. Yassine ordonnant la levée de mon immunité parlementaire le 16 mars 2020. Alors que le contentieux électoral ne fut pas encore vidé sous des prétextes fallacieux. Notamment, pourquoi m'a-t-on remis un drapeau au thème d'une méditation de grâce à l'église pour implorer la bénédiction de Dieu sur la campagne électorale. On me reproche également pourquoi avoir affirmé que je serai le vainqueur du scrutin pour mieux prendre en compte les besoins des forces de défense et de sécurité. Je rappelle que je suis leur interlocuteur à l'Assemblée nationale où j'occupais les fonctions de président de la commission de défense et de sécurité. Et enfin, pourquoi avoir déclaré sur les médias pendant la campagne que c'est le régime qui est l'auteur des incendies des marchés de Lomé et de Kara intervenus en janvier 2013, affaire dans laquelle je fus abusivement incarcéré pendant 40 jours, sans la levée de mon immunité d'ancien président de l'Assemblée nationale. Au cours de l'ultime confrontation devant le juge d'instruction, mon accusateur m'avait disculpé et porté la responsabilité de ces crimes sur le pouvoir avec des révélations troublantes. Sur la base de la levée irrégulière et contestable de mon immunité parlementaire, je fus convoqué au script le 1er avril 2020, le 9 avril 2020, et ai envoyé mes avocats en raison de mon immunité présidentielle acquise le 22 février 2020 au soir. Je fus enlevé avec une brutalité inouïe le 21 avril 2020 à mon domicile. Femmes et enfants battus, menottés, les bras au dos, puis couchés à la devanture, face contre sol, sous le soleil, et filmés par la soldatesque, le plaisir du commanditaire Fort Yassibé. Des proches, des patriotes, puis jetés en prison et puis gèrent la totalité de leur peine avec un procès expéditif, sans défense, ma maison saccagée,
Mon domicile fut assiégé pendant 70 jours avec des centaines de soldats et un déploiement impressionnant de matériel de guerre, y compris le recours aux hélicoptères, aux drones, aux brouilleurs. Le prélat qui habitait chez moi ensuite, à la récurrence des menaces de mort que je subissais, n'a pas été épargné. Violenté, il fut conduit manu militari en son domicile. La veille, notamment le 20 avril, alors que Fognacingbe nous convie à une rencontre à la présidence, les soldats investissaient en pleine nuit les maisons mitoyennes pour accéder à mon domicile, pour en découdre avec une détermination de refuser donc l'offre assassine que les formes faisaient. Monsieur Kodjolo fut obligé de lancer un cri de détresse, un appel au secours sur les chaînes étrangères afin que nous puissions être épargnés cette nuit. Au terme de 4 jours de garde à vue, je fus avec 3 autres compères mis en examen avec interdiction de ne plus jamais réclamer la victoire du peuple. Mais sous la pression des électeurs frustrés, désabusés, je fus obligé de prendre la parole par 2 fois. Et un plan de mon assassinat fut mis en œuvre et m'a conduit à rentrer en clandestin le 8 juillet 2020 jusqu'à ce jour dans le fameux champ de maïs dans des conditions que la pudeur m'interdit d'écrire par le menu détail. Je rappelle que Monseigneur Kodjolo, qui lui aussi vit aujourd'hui en exil, a été écouté par le strict ou sans ménagement. Il fut rudoyé par les gendarmes de service, illustrant ainsi la déchéance morale et spirituelle dans laquelle baigne ce régime qui vit dans le mensonge, la ruse, le délit, la violence et la corruption. Des acteurs stipendiés sans conviction, animés à la haine et la jalousie, furent recrutés à grand renfort de publicité sur les médias pour embrûler le pays, lyncher la personne, essayer de l'esclavage et épargner le faussaire qui est à l'origine de la misère. Excusez du peuple. Il faut que les leaders politiques aient le courage et l'honnêteté d'assumer le vote des peuples. Affirmer sur le matin et sans honte défendre l'inverse de soi n'est pas digne. Et cela relève d'une trahison du peuple souverain qui se paie cash. C'est une question d'éthique et de responsabilité. Le peuple n'a pas voté Fognacingbe le 22 février 2020. C'est connu à travers le monde. La présumée victoire de Fognacingbe n'a jamais été reconnue par aucune force politique adverse dans le pays, ni par aucune société civile au Togo. Et comment se fait-il que celle-ci fut reconnue par la France, l'Allemagne, l'Union européenne, par une diffusion sur les ondes de RFI le 31 avril 2020. J'ai personnellement interrogé Pierre Frission, auteur de la diffusion, sur l'origine de ces lettres de félicitations. Il me répondit ceci, je cite, « Comme cela faisait plus d'un mois que le scrutin eut lieu, et comme aucune reconnaissance officielle ne venait des partenaires, il a pris sur lui le soin d'interroger l'homme de le siège de la présidence de la République
togolaise. Et son interlocuteur lui répondit qu'effectivement, 3 lettres de félicitations lui sont parvenues et qu'il va rapidement les lui acheminer. J'ai le droit d'émettre de doutes profonds sur l'authenticité de ces lettres. Parce que, connaissant la position ferme de chancellerie sur droite sur ces fameuses lettres. Dès le lendemain de la diffusion de ces fausses reconnaissances, la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout, pris dans une colère vive contre les 3 partenaires à travers un communiqué appelant que c'est l'injustice et le mépris des droits de l'homme qui fut à l'origine des 2 guerres mondiales de l'humanité économique. Il regrette que l'Union européenne, dont la vocation de défendre la démocratie et les droits de l'homme, puisse avoir une telle méprise sur la situation qui prévaut au Togo. Voilà une position claire qui met en lumière la supercherie du régime en place. Les doutes se sont davantage renforcés quand le président Emmanuel Macron lui-même confie à un proche, suite à cette diffusion sur RFI, que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne n'ont reconnu la victoire du Fort Yassingé. Les enquêtes parlementaires du député Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, confirment mes doutes. Et le député a sommé en vain le président Emmanuel Macron de démentir la lettre prétendument envoyée aux naufragés du 22 février 2020. Et tout comme la requête de 2 avocats pénalistes inscrits au barreau de Paris pour l'authentification de la prétendue lettre, cette dernière également est restée sans réponse de la part de l'Élysée. Après le travail herculéen que fit la France-Afrique pour introduire par infraction le naufragé du 22 février 2020 dans le Saint-Graal de l'Élysée le 8 avril 2021, soit 14 mois après le scrutin, vous comprenez, le malaise du président Emmanuel Macron, le député Sébastien Nadeau interpella à nouveau M. Jean-Yves Le Drian, qui affirmait la veille au cours du conférence de presse qu'effectivement Emmanuel Macron a envoyé un courrier de courtoisie au prétendu réélu pour obtenir une copie de ce fameux courrier. Le ministre des Affaires étrangères pour les pays sans souci que ce genre de courrier ne se rend pas public. Il ne faut donc pas être un ancien de Harvard ou de Georgetown pour comprendre que Jean-Yves Le Drian est pris en flagrant délit de mensonge. Ensuite, on organisa un dialogue de dupes, comme d'habitude, pour blanchir les hold-up électoraux entre les vaincus, avec un interlocuteur de référence qui n'a réuni 4% de votes lors du dernier scrutin. C'était le bal des vaincus, qui s'est soldé dans la confusion et dans la conclusion des travaux ont été rejetés par l'opinion. En raison de leur inadéquation avec les attentes de la population. Nous interpellons la communauté internationale, notamment la France, d'arrêter de faire à nouveau un affront au peuple togolais et qui, de manière pacifique, s'est libéré le 22 février 2020. Un homme politique français, connu du Sérin, avait affirmé que Faure Gnassingbé a pris l'habitude d'acheter son pouvoir. Je rappelle que la souveraineté du peuple ne se négocie pas. Il demande que justice et réparation soient faites au peuple togolais qui croupit dans la misère et nourrit sous révolte, malgré son vote massif en faveur du changement.
Je demande à Fonia Sibé de présenter ses excuses au peuple togolais pour l'avoir abusé pendant des années et de transmettre au vrai vainqueur les charges de la direction de l'État. Toute autre attitude plongerait le pays dans une crise aiguë dont les conséquences seront imprévisibles. Je demande à la communauté internationale de s'abstenir de blanchir les crimes dont s'est rendu coupable Fonia Sibé dans ce processus électoral marqué par 5 coups d'État militaire, électoral, judiciaire, diplomatique et médiatique. La paix du Togo et les relations apaisées avec les partenaires sont à ce prix.